Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Cercle de presse du Saguenay. Ce matin, nous recevons Mme Martine Couture, qui est présidente et directrice générale du Centre intégré universitaire de soins de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue, Mme Couture. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, comme c'est notre habitude, Mme Couture va nous faire une présentation. Ça fait presque un an que le CIUS existe, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de matière. Alors, Mme Couture, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup, M. Villeneuve. Bonjour. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter l'état d'avancement de la construction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 11 mois, en fait, après sa création. Donc, le CIUS est né le 1er avril 2015 à la suite de l'adoption du projet de loi 10. Le CIUS, c'est la fusion de l'Agence régionale de la santé et des services sociaux et des 8 anciens établissements de santé et de services sociaux de la région, c'est-à-dire les 6 C3S, le Centre jeunesse et le CRDI-TED du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le CIUS emploie aujourd'hui plus de 10 000 personnes réparties dans une soixantaine d'installations à l'échelle de toute la région. Le CIUS, c'est désormais le plus gros employeur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre budget d'opération est de plus de 785 millions de dollars. C'est donc une ère nouvelle qui commence pour le réseau de la santé et des services sociaux. L'étape franchie en avril dernier a ouvert la porte à un profond changement de culture. Ce changement permet de passer d'un réseau d'établissements à un réseau de services intégrés entièrement axé sur les patients. De façon simplifiée, le CIUS fonctionne par grands programmes, par grandes directions. On compte 6 directions administratives et 12 directions cliniques. Cette réforme-ci, vise à favoriser et simplifier l'accès aux services pour la population. Elle contribuera à l'amélioration de la qualité de la sécurité des soins. L'efficience et l'efficacité du réseau seront accrues, notamment par la réduction des structures et de la bureaucratie. Les changements apportés par la création du CIUS permettront d'intégrer parfaitement les missions de réadaptation, de protection de la jeunesse, de santé publique. Les services seront unifiés et les systèmes cliniques seront simplifiés. La communication d'un dossier de patient sera facilitée lorsque les soins le requerront. Au final, c'est le parcours de l'usager à travers tout le réseau qui sera amélioré. Les dispositions nécessaires ont aussi été prises en vue d'assurer la qualité des soins, la sécurité de la population, qui est la première priorité, en fait, de l'équipe. Afin d'assurer notre transformation, je vous présente aussi les piliers qui nous ont guidés à travers la mise en œuvre du CIUS du 1er avril dernier jusqu'à maintenant. Donc, les piliers, c'est la transition vers un nouvel établissement fonctionnel par l'harmonisation de l'ensemble de nos processus et la transformation de l'offre de services. Donc, c'est une opportunité d'organiser la trajectoire globale de nos patients avec une vision régionale. Autre pilier extrêmement important, le maintien des soins et des services pendant toute la période de transition. Donc, le système n'était pas fermé pour cause de changement. On maintient l'ensemble des soins et des services. Autre pilier, l'atteinte de l'équilibre budgétaire, le déploiement du système de gestion ligne et puis une préoccupation constante pour une bonne gestion du changement et puis des communications constantes également. En fait, je ne vous apprends rien, une transformation comme celle-ci ne s'effectue pas en 2 temps, 3 mouvements. La dernière année a été particulièrement mouvementée. Je suis certaine que vous vous en doutez. J'ai déjà mentionné, puis je le répète encore, il n'y a personne qui a dit qu'une telle transformation était facile. Nous vivons actuellement une réforme majeure de notre réseau qui, à terme, sera bénéfique pour les usagers et l'ensemble de la population. J'entends souvent mes collègues parler de la transformation du CIUS comme étant un gros paquebot qui avançait à pleine vitesse de croisière et qui doit maintenant dévier de sa trajectoire. Cette image est simple, mais elle représente bien la réalité à laquelle nous sommes confrontés présentement. Ça ne peut pas se réaliser facilement. Au printemps dernier, le CIUS a procédé à la nomination de la haute direction, c'est-à-dire moi-même, à titre de présidente directrice générale. Également, le président-directeur général adjoint, M. Gilles Gagnon, et du directeur général adjoint, M. Marc Thibault. Nous avons ensuite élaboré la structure organisationnelle du CIUS, qui est terminée depuis quelques mois déjà. Au total, 42 directeurs et directrices adjoints travaillent actuellement à façonner chacune des directions du CIUS, des directions dont je vous parlais tout à l'heure.
L'autre grande étape a permis de combler le processus de nomination des cadres administratifs dont les postes avaient été abolis au 1er avril dernier. Après de nombreuses consultations et les différentes étapes de dotation, nous avons pu procéder à la nomination de quelques 80 gestionnaires dans les secteurs administratifs et ça s'est terminé en septembre dernier. Une fois cette démarche terminée, nous avons ensuite effectué la réorganisation et la dotation des cadres cliniques, un processus qui s'est échelonné jusqu'en février, jusqu'à maintenant, parce qu'on est encore en 2e ou 3e affichage pour certains postes cliniques. On compte maintenant 185 postes de cadres cliniques et il faut noter que 73 % des gestionnaires cliniques ont été confirmés dans leurs fonctions. Les nouvelles dotations ont concerné le 27 % dont les postes n'avaient pas été confirmés. Tout au long de ces processus, la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques a entrepris diverses discussions avec les parties syndicales afin de faire cheminer également ce volet-là qui est extrêmement important. La mise sur pied des 18 directions et d'une structure d'encadrement souple nous aura permis d'atteindre l'objectif d'alléger la structure administrative. En effet, sur un total de 381 gestionnaires avant la fusion, donc au 31 mars, on compte maintenant 307 cadres en poste, soit une diminution du taux d'encadrement de 19,5 %. Le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est aussi pourvu d'instances comme le conseil d'administration qui a tenu sa première séance publique en novembre dernier. Le travail n'est pas terminé. Les prochaines semaines, les prochains mois seront remplis de défis. Nous déploierons nos divers outils de gestion afin de rencontrer nos obligations et celles-ci sont nombreuses. Voici quelques exemples de dossiers sur lesquels nous travaillons. Puis évidemment, cette liste-là est loin d'être exhaustive. Donc, le plan d'action du plan stratégique national. Le plan stratégique est un plan stratégique ministériel. Il est national. Nous avons à faire le plan d'action. Nous avons à gérer nos ententes de gestion qui sont négociées entre les établissements et le ministère. La préparation de la visite d'agrément avec Agrément Canada en juin 2016, dès les prochains mois. Nous avons à mettre en œuvre le programme national de santé publique, travailler à l'accès aux services spécialisés, travailler aux technologies de l'information, travailler aussi sur le financement axé sur le patient, un élément qui a été annoncé par notre ministre récemment. Sur le plan budgétaire, plusieurs efforts ont été réalisés dans l'ensemble des installations afin d'atteindre la cible d'optimisation qui était de 16 millions de dollars pour l'année financière 2015-2016. Parmi les projets qui ont été mis en place au cours des derniers mois, notons entre autres le début d'une importante démarche visant la standardisation au niveau des fournitures médicales en chirurgie, et ça pour l'ensemble du territoire. Alors, un exemple d'économie, cette démarche-là a permis des économies d'au-dessus de 400 000 $, soit 461 000 $. La négociation des contrats d'approvisionnement en commun avec un volume d'achat plus élevé, on en est arrivé à des économies d'au-dessus de 500 000 $. La réduction du nombre de gestionnaires nécessaire pour assumer la garde à l'intérieur des différentes installations, une économie autour de 260 000 $. La révision de la gestion des médicaments, l'utilisation optimale au niveau des médicaments génériques, une économie au-delà de 500 000 $ aussi. Alors, ce sont des exemples d'éléments qui nous mènent vers les objectifs d'optimisation que nous avions. Par conséquent, par ces efforts soutenus, nous sommes confiants d'atteindre l'équilibre budgétaire à la fin de l'exercice financier en cours, l'exercice 2015-2016. À travers tous ces changements, il faut se rappeler une réalité immuable. L'équipe de direction, notre personnel, les médecins, dentistes, pharmaciens travaillent tous et toutes pour la santé et le bien-être de notre population. Au cours des 11 premiers mois d'existence du CIUS, vous vous en doutez, notre priorité a été de continuer à offrir des soins et des services accessibles et de qualité, dont la réputation se fait d'ailleurs entendre bien au-delà de notre région. Au final, je suis donc très fière de dire que nous avons maintenu notre responsabilité d'assurer la prestation des soins et des services à la population de notre territoire, incluant l'ensemble du volet de santé publique. Nous avons veillé à l'organisation des services et à leur complémentarité sur notre territoire dans le cadre de nos multiples missions, et ça en fonction des besoins de notre population et des réalités territoriales. Oui, le réseau vit des transformations majeures. Et depuis près d'1 an, le personnel du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean met tout en œuvre pour réaliser le projet de notre ministre de la Santé et des Services sociaux, qui est aussi notre projet. Et je tiens à souligner encore une fois la qualité du travail, l'implication de nos employés, de nos gestionnaires des secteurs cliniques et administratifs et de l'ensemble de nos cadres. Parce que durant tout ce temps, l'usager est demeuré au cœur des priorités, au cœur des décisions. Je vous remercie.
Merci, M. Merci, Mme Couture. Donc, comme c'est le cas habituellement, on ouvre la période de questions avec le président fondateur, M. Bertrand Tremblay. Madame la directrice générale, on ne se reconnaît plus dans le système de la santé avec tous les changements et les bouleversements. Puis là encore, ce matin, le ministre de la Santé qui annonce une autre initiative de comparaison avec le secteur privé, par exemple. Dites-nous donc en termes clairs si la région a gagné avec toutes ces nouvelles structures depuis l'an 2000. On dirait que ça s'est arrêté depuis l'an 2000, le système, puis là, pour avoir toutes sortes de modifications. Est-ce que nous avons perdu des employés? Parce qu'on a dit, par exemple, on a centralisé l'administration ou certains éléments de l'administration. On s'y repère, là... dans tout cela. Dites-nous donc si on a gagné des choses ou si on en a perdu sur le plan de par exemple, il y avait 52 spécialités, je pense, à l'hôpital de Chicoutimi, à l'époque de son... Là, combien est-ce qu'il en reste de ça? Est-ce qu'on en a perdu beaucoup? Est-ce que beaucoup de malades doivent se faire soigner maintenant à l'extérieur? OK. Bon, j'ai noté quelques-unes de vos questions, mais si j'en oublie, vous me les rappellerez. Mais en fait, vous avez commencé en parlant de l'évolution, au fond, de notre système de santé depuis le début des années 2000. Donc, on peut considérer entre 2000 et maintenant, c'est-à-dire 15 ans plus tard, qu'il y a vraiment une évolution à l'intérieur du système de santé et de services sociaux. On en était, au début des années 2000, à plus de 200, 300 établissements, puisque les premières fusions ont eu lieu à fin des années 90, début des années 2000. Cette dernière évolution-ci, ou cette dernière réforme-ci, nous a permis de passer de 182 établissements à 34 à l'échelle du Québec. Donc, un système de santé qui est basé sur une intégration des services. Alors, il y a vraiment eu une évolution, une amélioration au niveau de notre système. Et cette réforme-ci vise à faciliter la trajectoire du patient à l'intérieur de notre système de santé. D'où l'unification des structures. On passe d'une vision d'établissement par silo à une vision de service, de programme-service ou de trajectoire de service. Alors, c'est une évolution, c'est positif. Maintenant, au niveau, vous parlez des emplois, vous parlez des spécialités. Notre région est toujours une région dont l'autonomie fait l'envie à travers le Québec. Nous avons une autonomie régionale en termes de soins et services spécialisés qui dépasse les 95 %. Nous nous sommes dotés d'une mission d'enseignement, donc avec le programme délocalisé de médecine dans la région. Donc, on a vraiment une évolution à l'intérieur de notre système. Parfait. Prochaine question. M. Denis Lapierre de Radio-Canada sera suivi de Mme Dominique Savard du journal Le Courrier. Bien, je reviens avec la question de M. Tremblay. Ce qu'on lit ce matin, c'est qu'on va évaluer les établissements selon les principes du privé. On va financer selon la capacité des établissements à rencontrer des objectifs et selon leur capacité à donner des services selon certains critères puisés dans le privé. Est-ce qu'on est en train d'assister à une privatisation de facto ou à un fonctionnement comme le privé des établissements, ou dans ce cas-ci, on parle d'un établissement mais qui comporte diverses unités, là, mais une privatisation des éléments du CIUS au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans l'ensemble du Québec? Ce dont il est question, c'est un des éléments que j'ai souligné très, très légèrement là, dans mon allocution, qu'on appelle le financement axé sur le patient. Alors, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est la mesure du coût des différentes interventions en fonction en fonction du patient, en fait. Et ceci nous amènera à un mode de financement des établissements qui va être basé sur le coût des interventions pour chacun des patients. Alors, et cette méthode-là, c'est une méthode que nous connaissons ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque depuis 2008, nous travaillons justement à la mesure de nos coûts à l'intérieur des différents établissements qui étaient existants avant le 1er avril. Donc, la connaissance des coûts, non pas basée sur un budget historique ou un budget global, mais que signifie le coût d'une chirurgie à l'intérieur de nos établissements. Nous sommes en mesure, dans notre région, d'évaluer ce coût-là. Et ce qui est annoncé, c'est une formule pour
comparer, en fait, les meilleures pratiques au niveau des coûts dans le système privé pour évaluer aussi de quelle façon, dans le secteur public, nous fonctionnons en termes de coûts. Alors, ce qui se fait, c'est une évaluation à partir d'un jour zéro pendant X temps. Et en ce qui nous concerne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons fait ce type de travail-là depuis déjà 2008, c'est-à-dire depuis déjà 7-8 ans qu'on travaille beaucoup à l'étude de nos coûts. C'est ce qui nous a permis de faire, en tout cas, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des économies faites en fourniture chirurgicale. C'est justement de cette façon-là qu'on a pu aller vers des économies en se comparant les uns aux autres en termes d'utilisation de nos fournitures. Donc, on est en mesure, avec nos systèmes actuellement, de connaître nos coûts. Merci. Quand les pratiques sont comparées avec le privé, et ce sont les pratiques du privé qui servent de mesure d'aune pour mesurer l'efficacité d'un système, est-ce que c'est pas en disant que c'est le privé qui fournit le mode de fonctionnement de meilleur et éventuellement, ce sera le privé qui gérera l'ensemble du système? C'est un exercice de comparaison qui est lancé aujourd'hui avec des instruments que nous connaissons. Donc, pour une chirurgie équivalente, une chirurgie de la hanche, une chirurgie du genou, il faut voir en termes de fourniture, qu'est-ce qu'on utilise, en termes de personnel autour de cette chirurgie-là, ce qui se passe avant la chirurgie, pendant et après, on est en mesure de comptabiliser ce que ça coûte et on est en mesure de faire une forme d'étalonnage entre les établissements pour se comparer. Et comme je vous dis, actuellement, dans notre région, on est en mesure de se comparer entre nous, on est en mesure de se comparer avec d'autres établissements qui font le même type de mesures. Et ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est comparons maintenant dans un environnement contrôlé ce que ça signifie. Puis par la suite, quand entrera en vigueur le financement axé sur le patient, bien, il y aura des coefficients en fonction des réalités, en fonction des réalités géographiques, en fonction de d'autres réalités. Alors, c'est un système de comparaison qui est amorcé aujourd'hui, mais avec des instruments, comme je vous dis, que nous, dans le sud du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous connaissons. Nous savons vraiment de quoi il est question, de quelle façon les choses vont se faire. Merci. Prochaine question, Mme Dominique Savard du Courrier du Saguenay sera suivie de M. Louis Martineau de TVA. Madame Couture, on connaît l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à Dolbeau-Mistassini par rapport à la représentation sur le conseil d'administration. Pour combler un petit peu les soubresauts, si on peut dire, c'est un mot quand même assez raisonnable, de ce qui s'est passé, on a décidé là, d'arriver avec la formation d'un comité consultatif. Là, on avait jusqu'à la fin janvier pour donner les noms de ces gens-là. Alors, je voudrais savoir où on en est rendu avec ce comité consultatif-là. Quand est-ce qu'il va être dévoilé? Puis, qui va siéger là? OK. Alors, oui, au niveau de la loi modifiant le réseau de la santé et des services sociaux, on l'appelle en raccourci le projet de loi 10, mais maintenant, c'est la loi modifiant le réseau de la santé et des services sociaux. Il y avait une ouverture de permettre la mise en place d'un comité consultatif dans les secteurs qui en faisaient la demande en vertu de certaines réalités locales, historiques, culturelles. Donc, dans le secteur Maria-Chapdelaine, effectivement, il y a un comité consultatif qui sera mis en place. Au niveau des échéanciers, on a dû retarder un peu l'échéancier parce que nous n'avions pas reçu suffisamment de candidatures pour faire un comité composé de 7 personnes. Donc, on a prolongé la période de mise en candidature jusqu'à la semaine dernière, jusqu'au 19 février. Et donc, normalement, pour la réunion du conseil d'administration du mois de mars, nous devrions avoir la composition faite de ce comité consultatif. Le comité préparatoire devrait se réunir entre la réunion du CA de la semaine dernière et la prochaine pour pouvoir avoir les noms des personnes puis constituer vraiment le comité. Le comité, fais-tu l'objet de remplacer un membre du CA ou c'est juste quelqu'un qui va... Non. Comment ça va? À quoi il sert? Oui, le comité, en fait, la façon dont il est institué, c'est un comité qui fait des recommandations au conseil d'administration en fonction de certains mandats, certains dossiers qui pourront lui être confiés par le conseil d'administration. Donc, c'est un comité consultatif à l'intérieur d'un secteur de notre région qui sera un levier pour nous permettre d'avoir un œil supplémentaire, finalement, à l'intérieur d'une communauté qui est le secteur Maria-Chapdelaine. Merci. Ça répond? Merci.
Prochaine question sera posée par M. Louis Martineau, sera suivie de M. Laval-Gagnon. Je voudrais en venir au nombre de cadres de gestionnaires qu'il y a actuellement au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous dites qu'il y en avait 381 au départ, vous êtes rendu à 307, donc diminution de 74 cadres. Oui. Ce qu'on nous dit à l'interne, c'est que vous avez fait appel à des agences de gestion de personnel pour compenser la perte de ces cadres-là et que dans les faits, les économies ne sont pas réellement, en fait, il n'y a pas eu réellement d'économie ou très peu d'économie par rapport à tout ça. Est-ce que vous confirmez effectivement que vous avez pris cette avenue-là pour remplacer les cadres qui ont été coupés, si on veut? Notre région ne fait pas appel à de la main-d'œuvre indépendante, comme on appelle, et non plus d'agence, comment vous avez dit, de gestion de personnel. Non. Nous avons vraiment travaillé par l'interne beaucoup. Nos équipes de dotation, nos équipes à la direction des ressources humaines ont fait un travail formidable pour faire l'ensemble du mécanisme de dotation. On a passé des centaines d'entrevues et tout a été préparé par nos équipes internes. Puis d'ailleurs, dans notre CIUS, on mise beaucoup sur le développement des compétences internes dans tous nos secteurs d'activité. Alors, vraiment, cette situation-là, c'est une fausse information. Êtes-vous en mesure de nous dire les économies en ce qui a trait à la réduction du nombre de cadres, ça a donné combien à peu près en économie? En fait, la réduction du nombre de cadres, on a réduit de 73 cadres, donc 74 même. Donc, on situe les économies il faudrait que je regarde dans mes calculs, dans mes chiffres, là, mais on est autour de... on dépasse le million là, en économie. Oh, oui. Ouais. Merci. Prochaine question sera posée par M. Laval-Gagnon, sera suivie de M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Aujourd'hui, relate l'étude de l'Association de santé publique du Québec réalisée par deux personnes de prestige, dont l'ancien ministre Rochon de la Santé, qui rappelle que le budget de la santé représente 49,4 du budget du Québec, 32,9 milliards, mais qu'on consacre uniquement 2 du budget à la santé publique, alors que l'Ontario en consacre 5,5, la Colombie-Britannique 5,6, l'Angleterre 6,5 et tout ça. Et les auteurs même qualifient la performance du Québec de cancre du Canada, et peut-être même un peu plus large. Est-ce que c'est pas inquiétant, surtout même si on transpose ce constat-là sur le plan régional, la santé publique, donc c'est toutes les questions de prévention, de suivi, d'hygiène, d'habitude de vie et tout ça. Alors, on constate que dans notre région, il y avait un texte d'un journal de Québec récemment qui disait qu'en 2025, on va être à 30 à peu près de personnes âgées de 65 ans et plus. Là. Si on ne consacre pas plus là, d'argent, et je ne connais pas la proportion du budget, vous allez sans doute nous le dire, c'est sans doute autour de 2 peut-être moins. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, même pour notre région qui vieillit plus vite que les autres, là? Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir plus tard un immense CHSLD au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que l'ensemble des personnes, les soins curatifs sont assurés, mais il n'y aura pas plus de monde en santé? Alors, votre question, c'est sur l'ensemble de l'œuvre? Ben, c'est sur la situation régionale. Okay. Ben, si vous pouvez me donner un point de vue qui explique pourquoi le Québec est un cancre en termes de santé publique, qu'on consacre autant de ressources aux curatifs et qu'on coupe en même temps dans la santé publique, et quelles répercussions ça peut avoir dans notre région dans une perspective de vieillissement de la population. Alors, la situation régionale sur notre budget de budget d'opération d'autour de 780 millions, le secteur de la santé publique compte pour 16 millions. D'accord? Et à l'intérieur de la région, il y a beaucoup de travail qui se fait à l'intérieur de notre direction de santé publique. D'abord, la direction de santé publique, c'est plusieurs secteurs d'activité. Oui, promotion, prévention, mais aussi le travail au niveau des maladies infectieuses, le travail au niveau de la santé, sécurité au travail, santé environnementale, recherche, connaissance, surveillance. Ce sont des éléments qui font partie du secteur de la santé publique. Donc, toutes les enquêtes de santé, les enquêtes régionales que vous connaissez, sont faites par la direction de la santé publique. Donc, c'est un volet qui est vraiment très large. Dans notre région, beaucoup d'évolutions ont été faites
dans le domaine de la santé publique pour permettre l'amélioration des habitudes de vie. Je vous parlerai, par exemple, de la diminution du tabagisme dans notre région. Année après année, on gagne le défi, le défi J'arrête, j'y gagne. On remporte. On a diminué, on avait un taux de tabagisme qui avoisinait les 35 % il y a une dizaine d'années. Puis on a diminué beaucoup. On est à peu près dans les moyennes provinciales maintenant. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là. Je vous parlerai de la campagne qui est en cours présentement, Équipée pour la santé, qui est une campagne au niveau du développement des saines habitudes de vie. Donc, notre secteur de santé publique est un secteur qui est présent dans l'ensemble de la région et qui évolue aussi très bien à l'intérieur des budgets qui nous sont octroyés. Donc, on peut parler d'évolution. Puis... À peu près, mon collègue, M. Denis, dit que c'est à peu près 2 %. Donc, on est en tant que cancre, on n'est pas mieux ni pire que les résultats québécois. Je n'utiliserai aucun de ce type de qualificatif parce que je vous parle de ce qui se fait vraiment régionalement. Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi sur le terrain au niveau du développement des saines habitudes de vie, du développement aussi des environnements favorables. Énormément de travail est fait. Vous irez sur notre site, sur les différentes enquêtes qui ont été réalisées par la Direction de santé publique pour bien connaître notre région et connaître de quelle façon on doit organiser nos services. La dernière qui est sortie, c'est sur les comorbidités dans tout le secteur des maladies chroniques. Alors, on a une responsabilité d'organisation de services en fonction de la réalité de notre région. Et c'est ce qui a été fait depuis avant la fusion et on continue présentement, puis on a des résultats aussi dans ce secteur-là. On ne doute pas de la qualité. Puis, vous parlez... vous m'avez ouvert un beau sujet. Au niveau québécois, les chiffres démontrent quand même clairement que le Québec investit de façon très, très... et pas la performance des autres provinces canadiennes. Les chiffres sont là quand même. Hein? Chaque dollar investi en santé publique rapporte beaucoup parce qu'il y a des notions qui sont importantes aussi en promotion-prévention sur la responsabilisation individuelle. Et la campagne qu'on fait actuellement, Équipée pour la santé, elle est justement là-dessus, sur les prises de décisions individuelles en fonction des saines habitudes de vie. Donc, ce travail-là, il se fait à l'intérieur de notre région. Merci. Prochaine question sera posée par Denis Lapierre de Radio-Canada, sera suivie de Louis Martineau de TVA. Les efforts de compression demandés par le gouvernement du Québec à l'ensemble des centres de santé étaient quand même importantes pour 2015-2016. Dans la région, je pense que c'est quelque chose comme 27 millions. Dites-moi si je me trompe. Là. On est plus à l'échelle de 18 millions au total. Est-ce que vous allez atteindre cet objectif-là? Oui. Est-ce que, quelles ont été les cibles particulières pour essayer justement d'en arriver là? Parce que ça, c'est outre l'ensemble de la réorganisation. Là. C'est demandé en surplus. Là. OK. Dans votre question, c'est la cible. Oui. Et puis, c'est aussi en fonction de la réforme comme telle. Mais c'est global. Le chiffre que je vous donne, c'est un chiffre qui est global, qui inclut la réforme aussi. Donc, on se situe entre 16 et 18 millions d'efforts pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis justement, les exemples que je vous donnais tout à l'heure, c'est des exemples qui nous permettent d'atteindre ces cibles-là. Parce que, et je vous disais aussi, ça, la question, vous me la posiez, est-ce qu'on a espoir d'atteindre cette cible-là? Oui. On a espoir d'atteindre la cible parce que c'est requis, l'atteinte de l'équilibre budgétaire. C'est un des piliers, en fait, de la réforme. C'est un allègement au niveau administratif, un allègement au niveau de la bureaucratie, mais c'est aussi une atteinte de cible budgétaire. Alors, on se dirige vers l'équilibre pour la région en 2015-2016. Puis, évidemment, tout ça doit se faire en fonction du maintien de la qualité puis de la quantité des services. Alors, les exemples que je vous donnais, ce sont des exemples qui permettent une amélioration des services, puis aussi une atteinte des cibles budgétaires qui nous sont demandées. Merci. Prochaine question, Louis Martineau de TVA, sera suivi de Dominique Savard du Courrier. Puisqu'on parle de services, au Lac-Saint-Jean, il y a des accouchements qui se donnent à Alma, Dolbeau-Mistassini, Robertval. Il y a des craintes actuellement qui circulent à l'effet qu'il y a des hôpitaux au Lac-Saint-Jean qui ne conserveront pas cette vocation-là. Est-ce que vous pouvez nous certifier aujourd'hui qu'on ne touchera pas à ces services-là? Et j'irai d'une sous-question. Il y a des craintes également pour les soins intensifs à Jonquière. Pouvez-vous rassurer la population aujourd'hui et dire qu'on ne touchera pas à ces services-là?
Premièrement, pour ce qui est de la desserte des services dans le secteur du Lac-Saint-Jean au niveau de l'obstétrique, effectivement, Alma, Roberval et Dolbeau ont des services en obstétrique. Ces services-là sont maintenus. C'est très clair, c'est des services... Ils sont maintenus. Seront-ils maintenus? Ils sont et ils seront maintenus. Les services de proximité, ce sont des services qui sont et seront maintenus dans les établissements. Puis pour l'organisation des services, vous parliez de soins intensifs dans le secteur Jonquière. Ces services-là sont maintenus également aussi. Merci. Prochaine question, Dominique Savard du Courrier sera suivi de M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Malgré les coupures budgétaires, si on peut dire, les efforts que vous avez à faire, c'est quoi les principaux investissements qu'on doit faire dans notre système de santé au niveau des immeubles? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau des hôpitaux, notamment, où il doit y avoir des projets qui sont sur la table, sûrement, et lesquels? Des projets d'immobilisation, oui. vous voulez dire? OK. Donc, il y en a qui sont déjà en cours. Il y en a qui ont été déjà annoncés il y a peu de temps. Donc, il y a en cours présentement la réfection du bloc opératoire dans le secteur Roberval. Il y a un projet d'annoncer dans le secteur Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Il y a la fin de la rénovation et agrandissement à Lac-Saint-Jean-Est, à Alma. Ensuite, il y a des projets qui sont sur la table pour le secteur Jonquière, la rénovation de l'urgence dans le secteur Jonquière, stérilisation du côté de l'hôpital de Chicoutimi. Il y a un projet aussi en bloc opératoire pour l'hôpital de Chicoutimi. Il y a des projets aussi d'amélioration au niveau des CHSLD. On pense au CHSLD Métabetchouane. Donc, il y en a vraiment beaucoup là, sur la table. C'est quoi le budget d'immobilisation annuellement du CIUS? Le budget en travaux d'immo? Oui, en immobilisation. Ah, ça, je ne pourrais pas vous le dire par cœur comme ça, mais on est en plusieurs millions parce qu'on a aussi la décentralisation du budget de maintien d'actifs. Alors, il y a des projets qui sont là-dedans avec la décentralisation du budget de maintien d'actifs. Par exemple, quand on parle de la rénovation de l'urgence de Roberval, bien, il y a 4 millions qui vient de ces budgets-là à l'intérieur de la région. Là. Donc, on est en plusieurs millions. On a 63 installations. Alors, on a une valeur vraiment importante en termes d'immeubles. Puis, on a aussi un suivi au niveau de nos immeubles important à faire pour le maintien ou la restauration ou l'agrandissement ou la rénovation. En tout cas, il y a vraiment plusieurs projets là, à l'intérieur de nos immeubles. Ouais. Prochaine question, Denis Lapierre de Radio-Canada sera suivi de Louis Martineau de TVA. Dossier précis qui sort un peu du cadre administratif, bien beaucoup. L'histoire de ce matin, en fait, de ces derniers jours concernant le cas d'un beau-père qui a agressé sa belle-fille pendant des années avec les résultats qu'on sait. Est-ce qu'il y aura enquête dans ce dossier-là? Il y a des questions qui se posent ce matin à ce sujet-là, à savoir si il n'est pas nécessaire de voir si la Direction de protection de la jeunesse a bien fait son travail dans ce cas-ci et s'il n'y a pas des choses à changer à ce sujet-là. Évidemment, quand il arrive une situation comme celle-là, qui est une situation qui est portée à l'attention de tout le monde, qui est une situation qui est déplorable, le travail de révision est fait, évidemment, à l'intérieur de l'organisation. La Direction de la protection de la jeunesse a répondu aux questions hier, publiquement également. Le travail a été fait de façon très professionnelle. La revision se fait à l'interne aussi, mais évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas parler d'un dossier précis sur la place publique, même si il a été amené sur la place publique par le volet judiciaire. Alors, nous, on ne peut pas parler d'un dossier publiquement comme tel. Mais c'est clair qu'il faut... on revise, évidemment, on revoit tout ce qui a été fait. Mais outre une analyse interne, là, on ne parle pas du dossier particulièrement, mais on parle vraiment du fonctionnement de la DPJ par rapport à ce genre de cas-là. Est-ce que, outre une enquête interne, est-ce qu'il y aura vraiment une enquête pour savoir comment ça a fonctionné? Et s'il y a seulement une enquête interne, est-ce qu'on aura des conclusions face à ce cas-là ou à l'ensemble des cas qui pourraient être portés à l'attention de la DPJ et où les interventions pourraient avoir été déficientes, comme dans ce cas-là, il y a eu un problème, là? On ne peut pas, à ce stade-ci, présumer d'une déficience au niveau des interventions. La DPJ a été très claire dans ses propos hier. Donc, le travail est fait vraiment à l'interne. Le travail de la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse opère en fonction d'une loi. Donc, elle travaille de façon
légiférer finalement à l'intérieur de l'organisation qui est le CIUS. Donc, ces travaux sont faits en termes de suivi, en termes de revision, en termes de réorganisation également. Alors, tout ça se fait à l'intérieur de la Direction de la protection de la jeunesse, c'est clair. Merci. Prochaine question, Louis Martineau de TVA. Je vais en revenir à l'embauche la semaine dernière qui a été confirmée par le CIUS de ce nouvel ORL qui va venir travailler dans la région. Vous n'êtes pas sans savoir que les ORL en place auraient souhaité une autre candidature, celle d'un jeune médecin très prometteur à la fine pointe de la technologie qui, apparemment, selon leur dire, tous les hôpitaux se l'arrachent, voudraient l'avoir dans leur cours, cet individu-là. Pourriez-vous nous expliquer le cheminement qui vous a mené à procéder à l'embauche de cet ORL-là au lieu de celui qui était souhaité par les ORL en place? Alors, cette question-là, elle a été abondamment traitée à notre dernière séance de conseil d'administration, puis traitée aussi à l'intérieur des entrevues que j'ai accordées après la séance du conseil. Donc, le processus qui est suivi dans le code d'octroi de privilèges, c'est un processus aussi qui est très normé, très organisé. Une personne pose sa candidature lorsqu'il y a de la place à l'intérieur d'un plan régional d'effectifs médicaux, un PREM. Alors, la personne pose sa candidature et dès le moment où elle pose sa candidature, nous devons l'organisation, en fait, doit procéder aux différentes étapes. Alors, dans ce cas-ci, ces étapes-là ont été suivies très rigoureusement, c'est-à-dire les étapes de consultation, les étapes de recommandation de la part du Conseil des médecins dentistes au Conseil d'administration et la décision du Conseil d'administration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'une personne qui possède les compétences postule sur un poste officiellement, dépose vraiment sa candidature pour un poste, la démarche se fait, celle que je viens de vous nommer, et si il n'y a aucune indication au niveau de la compétence de la personne, l'organisation ne peut refuser de prendre cette personne-là. Alors, comme l'ORL en question répond parfaitement aux critères de compétence, nous devons accepter sa candidature, sinon on contrevient aux règles. Et ce n'était pas le cas de l'autre ORL, je comprends bien? Il faut avoir vraiment comme postulé, mis son nom sur la candidature. Autrement, ce sont des discussions, ce sont des potentialités. Et également, dans ce cas-ci, il y avait un besoin ici et maintenant, puisque le plan d'effectifs médicaux était à 4 et il a été longtemps à 3, ce qui posait des difficultés importantes sur le plan de la sous-région Saguenay puis de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, pour le bénéfice des patients, c'était important aussi d'avoir la personne qui était disponible. Mais au-delà de ça, dès qu'un médecin spécialiste pose sa candidature, le processus se met en branle. Et foi sur la compétence de la personne, cette personne-là, donc, est engagée. Mais en même temps, antérieurement à ça, le processus doit se faire, c'est-à-dire consultation, ce que je viens de dire là, consultation, recommandation au niveau du CMDP, recommandation au niveau du CA et octroi de privilèges de la part du CA. C'est clair? Qui ne cadre pas avec la mission universitaire du CIUS, parce qu'on nous a dit qu'il y a des critères spéciaux qui viennent avec le statut universitaire et qui ne cadraient pas dans ces critères-là. Est-ce que c'est effectivement le cas? C'est-à-dire que, globalement, le CIUS, en vertu de son U, dont nous sommes très fiers d'ailleurs, le CIUS, donc en vertu de son U, doit avoir dans l'ensemble de ses médecins des médecins qui possèdent certains types de qualifications. Alors, sur le total, et on appelle des fellows, posez-moi pas plus de questions là-dessus, s'il vous plaît, là, parce que je ne pourrais pas aller nécessairement plus loin. Mais je veux dire, des spécialités très, très, très pointues. Et sur le global, pour pouvoir maintenir nos affiliations, nous devons aussi embaucher des gens qui ont ce type de reconnaissance. Alors, donc, c'est sur le global. Et ce médecin-ci dont on parle est en mesure de faire de l'enseignement clinique et c'est ce qu'il veut faire aussi, de l'enseignement clinique. Alors, il n'y a pas de problématique à faire de l'enseignement clinique à l'intérieur de notre CIUS. Merci. Une dernière sous-question. Est-ce que le jeune ORL, on avait ouvert la porte à la possibilité de l'embaucher également, subséquemment. Est-ce que ça fait encore partie des plans? En fait, ce dont vous parlez, pour une embauche supplémentaire, je vous disais tout à l'heure que notre plan régional d'effectifs médicaux dans cette spécialité-là est à 4. Alors, pour ce type de démarche, il faudrait faire une demande pour augmenter notre PREM, le plan régional d'effectifs médicaux. Donc, et ces démarches-là ne sont pas... alors là aussi, il y a des démarches à faire et ces démarches-là ne sont pas commencées.
Merci, M. Martineau. Prochaine question, Denis Lapierre de Radio-Canada sera suivi de Dominique Savard du Courrier du Saguenay. Vous nous avez parlé du U du CIUS, dont vous êtes très fiers. Il y a le I aussi, intégration. Oui. Bon, c'est un processus à long terme, l'intégration. Oui. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. Est-ce que l'intégration, c'est sinon terminée, du moins avancée dans des pourcentages élevés là, dans l'ensemble des services? Est-ce qu'effectivement, actuellement, là, le CIUS fonctionne comme un CIUS, c'est-à-dire que chacun des services qui a été modifié, intégré, changé, est maintenant entièrement fonctionnel? Vous avez vraiment une belle question. Donc, le I, c'est vraiment le I d'intégration, Centre intégré universitaire. Les premières bases sont en place pour le I, d'accord? Ce que j'ai nommé dans la présentation, les différents piliers, on peut dire que cette portion-là, elle est en place. Tout le volet organisation. Parce que le PL10, c'est un projet de loi sur l'organisation et la gouverne. Alors, tout le volet organisation, je peux vraiment vous confirmer qu'à peu de choses près, il reste quelques embauches dans deuxième, troisième affichage pour certains cadres. Donc, à peu de choses près, le volet organisation est en place. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de la transition et de la transformation. Pour le I, pour que le I rendre les résultats escomptés, c'est-à-dire une meilleure fluidité, un meilleur accès, une meilleure circulation de l'information clinique, tout ça, il nous reste encore à le faire. C'est pas terminé. Puis c'est pour ça aussi que je vous parle du volet de la transition. Donc, les services qui étaient en place au 1er avril doivent continuer à se donner de la même façon. Et là, on est en période de changement pour arriver à notre intégration. Alors, il faut se donner encore un peu de temps. Et je fais souvent le geste, puis je parle souvent aussi on fait un passage, là. Donc, il y a une ancienne façon de faire à une nouvelle. C'est comme si on passait le témoin dans les courses à relais. Alors, on est vraiment à cette étape-là. Puis l'étape de la mise en place du volet organisationnel de service pour le I, on est vraiment en cours maintenant. On est vraiment débuté, puis on est vraiment en cours. Mais êtes-vous certaine que ça n'a pas d'effet sur les soins aux patients? Je pense, entre autres, parce que j'ai eu quelques éléments venant du CIUS un peu partout, entre autres des points très techniques. Les gens ont à se déplacer maintenant d'un établissement à l'autre parce que c'est intégré. On n'a pas de système de stationnement qui fonctionne. Parfois, les postes informatiques ne sont pas accessibles pour les personnes qui ont à se déplacer dans un autre établissement. C'est des longues périodes de déplacement, mais ça, on le savait aussi, là, qui grugent aussi sur le temps de travail. Il y a des directions où il y a des employés dans certaines directions qui ne savent pas encore qui est leur responsable là, direct, ou en tout cas, s'ils le savent, ça n'a pas de l'air à fonctionner très bien. Bref, je vous dis ce que j'ai comme écho là, d'un peu partout. Est-ce que ça ne vient pas affecter justement le service patient, le service clinique? Donc, ce dont vous nommez, les personnes qui se déplacent, ce sont des personnes de l'interne. Vous ne parlez pas des déplacements de la clientèle. Les clientèles sont restées à l'interne. Donc, évidemment, ce dont vous parlez, ce sont des choses qu'on connaît. Ça fait partie des... Je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile de faire une telle transformation, mais ça fait partie des difficultés. Donc, on en est à travailler à réduire l'impact de ces difficultés-là pour les personnes qui ont à faire les changements. On doit apprendre à travailler beaucoup aussi avec les nouvelles technologies, plutôt que d'avoir à se déplacer, de pouvoir faire administrativement des rencontres par visioconférence, par exemple. Au niveau des technologies, on a aussi à mettre au point les différentes techniques. On a donc ça aussi. Ce sont des sujets vraiment sur lesquels vous pointez, sur lesquels on travaille actuellement, activement. Et je rendais hommage aux gens qui travaillent à l'intérieur du CIUS présentement, tout à l'heure dans mon allocution. Je le referai avec votre question. Parce que, justement, ce qui est le plus requis actuellement autour de l'équipe de cadre, mais maintenant aussi avec l'ensemble du personnel, c'est beaucoup une capacité d'adaptation pour vivre le changement. Alors, c'est beaucoup, et ce que j'entends aussi de la part des équipes que je rencontre, parce que je vais sur le terrain beaucoup, c'est de la motivation à réussir. Motivation à réussir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais les gens sont motivés à réussir ce projet-là. Et ce que j'ajouterais, que vous n'avez pas posé comme question, c'est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait un historique de collaboration inter-établissement. Donc, le projet proposé par PL10
au fond, c'est comme une continuité de ce que la région faisait antérieurement, en termes de mise en commun de leurs efforts. Là, présentement, c'est vraiment l'aboutissement, dans le fond, et il faut le réaliser, il faut le finaliser. Mais il y a déjà des résultats où, dans une même équipe, le fait qu'on ne soit plus entre établissements, mais dans une même équipe, bien, les discussions se font plus rapidement, les solutions de problèmes arrivent plus rapidement aussi. Donc, puis vous n'avez pas posé cette question-là non plus, mais moi, je suis vraiment positive de la réussite de ce projet-là, qui est un projet, au fond, d'une évolution de système. Moi, j'ai une question. Le fameux dossier de l'informatisation des dossiers médicaux, Oui. où est-ce qu'on en est rendu? Il me semble qu'on a consacré des milliards, et puis, perception, mais j'ai pas l'impression que le dossier a avancé ou très peu avancé dans la région ici. Est-ce qu'il y a un plan, il y a un projet pour informatiser les dossiers médicaux des patients? En fait, oui, ça a beaucoup avancé. Ah bon? Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas été malade. Oui. Bien, c'est bien. Alors, vous travaillez en prévention, ça, c'est excellent. C'est excellent. Pardon? Ah, ça, je ne sais pas. Mais vous faites bien. Il faut être en prévention. Et puis, chaque semaine passée sans faire de l'activité physique, c'est une hypothèque pour l'avenir. Alors, je comprends que vous gérez bien votre hypothèque. Oui. C'est ça. Bon. Les hypothèques. Ah ben là, je me mêle pas de ça. Donc, par rapport au dossier clinique informatisé, alors oui, on est vraiment en marche. Tout le secteur des laboratoires, tout le secteur de l'imagerie, le dossier lui-même, on est vraiment très en cours. Et présentement, dans ce dossier-là aussi, il y a un changement, puisqu'on devra migrer vers un autre système. On était dans un système qui s'appelait Oasis, et là, maintenant, on migre vers un système qui s'appelle CrystalNet. Alors, on est en mouvance également dans ce système-là. Ah bon? Oui, mais on était très avancés, on était à jour dans nos échéanciers par rapport à la mise en œuvre du dossier clinique informatisé. Oui. Merci. Prochaine question, Denis Lapierre de Radio-Canada, sera suivi de Dominique Savard du Courrier du Saguenay. Oui. Il me semble que je venais de la poser. Autre dossier. Ah ouais? Ah, excuse. Oui, c'est vrai, c'est J'ai peut-être... Vous avez oublié de rayer? J'ai peut-être pas rayé Denis Lapierre. Donc, on va passer peut-être... Si tu es d'accord, Denis, on va passer à Dominique Savard du Courrier. M'excuse. Madame Couture, je vais prendre la balle au monde. Tout à l'heure, on parlait des ORL où il fallait combler les postes. Dans les spécialités, est-ce qu'il y a plusieurs spécialités où il y a des postes à combler où on n'atteint pas encore notre plan de... Puis je pensais justement à la retraite d'un dermatologue, puis c'est pas ceux qui n'ont le plus ici dans la région, puis qu'il y a beaucoup de patients laissés sous vide. Il y a quelques spécialités qui sont des spécialités qui demeurent un petit peu à risque, disons. Puis ces spécialités-là, au fond, je pense que vous les connaissez. Ce sont les spécialités dont on a entendu toujours plus parler. Alors, on parle en hémato-oncologie, parfois, ça peut être encore un petit peu difficile. En gastro-entérologie, ça peut être un peu difficile. Donc, on attend des nouveaux radiologistes pour l'été. On a des comblements à faire du côté, justement, on parlait de la gynéco-obstétrique tout à l'heure. Donc, on a certaines spécialités qui sont un petit peu en difficulté, mais en même temps, je le disais, on demeure une région avec un taux de service en région d'au-dessus de 95 %. Et ça, c'est très, 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 très appréciable. Très envié aussi, comme je le disais tantôt. Juste une sous-question. On est une région vieillissante, donc nos médecins aussi vieillissent, puis on voit beaucoup de retraites. Au niveau du médecin de famille, est-ce que de ce côté-là, il y a encore beaucoup de patients qui sont laissés orphelins? Vous voulez dire? Là, encore là, notre région est très attractive pour les médecins de famille, pour les omnipraticiens. Chaque année, on a un PREM, encore là, un plan régional d'effectifs médicaux pour la médecine de famille. Et chaque année, on comble les postes. Et il arrive des années où nous avons plus de candidats que de postes disponibles. Alors, notre région est très attractive pour la médecine de famille. Et puis, pour ce qui est de notre taux de patients orphelins ou le taux d'inscrits pour les GMF, encore là, on est parmi les régions qui ont un taux d'inscription parmi les plus élevés. On est toujours au global en haut de 80 même des secteurs qui sont en haut de 85 de taux d'inscription. Bon, donc on a là-dessus, on est
parmi les régions qui figurent bien. Merci. Prochaine question. M. Laval-Gagnon sera suivi de M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Madame Couture, une question éventuellement positive. Allez-y. Et est-ce que le CIUS, les établissements du CIUS, je pense particulièrement à l'hôpital de Chicoutimi et l'ensemble de ses ressources, y inclut son volet universitaire, est-ce que les établissements, en termes de desserte de clientèle, ont un rayonnement dans le nord et sur la côte nord? Est-ce qu'il y a des clientèles qu'on rejoint, les patients et tout ça? Est-ce que c'est quand même assez important de ce côté-là? En fait, oui, puis c'est demeuré, en fait. C'était déjà présent avant le 1er avril, mais dans le secteur, pour les spécialités qui sont disponibles à l'hôpital de Chicoutimi, parce que maintenant, on nomme hôpital de Chicoutimi, pour les installations. On fait encore une desserte pour le secteur Bergeronne, Escoumins, Tadoussac, qui sont desservis aussi par l'hôpital de Chicoutimi. Donc, c'est la région de la Côte-Nord, la région Neuf. C'est-il pour les spécialités, pour les super spécialités, tout ça, non? C'est variable. Ça dépend des corridors de service. La desserte de proximité, mais on n'est pas à côté quand même, là, mais je veux dire, c'est beaucoup le secteur de la Haute-Côte-Nord. Puis pour certaines spécialités, il y a des corridors de service de la Côte-Nord qui vont aussi vers Québec. Mais ce dont je parle, qui est vraiment inclus de façon générale avant le 1er avril et après le 1er avril, c'est beaucoup le secteur de la secteur à Haute-Côte-Nord, BEST. Là. Prochaine question, M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Un des buts connus de la réforme était de permettre une meilleure intégration, j'allais dire, à l'appareil politique de l'ensemble de la gestion des établissements. Le ministre Barrette s'en est jamais caché au moment du choix de la réforme. Certains diront contrôle là, sur la gestion locale. Est-ce que c'est le cas? Combien de fois par semaine, combien de fois par mois parlez-vous avec le Dr Barrette, par exemple? Écoutez, votre question est très claire. Les PDG que nous sommes aussi nous rencontrons régulièrement nos ministres, une fois par mois, dans un comité de gestion du réseau où le ministre est présent, le ministre Dr Barrette et la ministre déléguée, Mme Charlebois, qui rencontre l'ensemble des PDG. Alors, on est en contact de cette façon-là avec l'équipe sous-ministérielle, en lien avec notre ministre. Ensuite, dans le projet de loi, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que ce sont des choses que vous savez, mais justement, on passait de 3 paliers de gouverne à 2, donc le palier national et les établissements. Et cette réalité-là se vit à travers, entre autres, le plan stratégique pour l'ensemble du réseau au niveau des différents secteurs d'intervention dans notre réseau. Le plan stratégique, c'est le plan ministériel, c'est le ministre qui nous donne le plan stratégique. Et nous devons faire les actions en lien avec ce plan-là. Donc, on est vraiment passé d'une gestion à 3 niveaux à 2 et une gestion d'établissement. On est vraiment le national avec ces 34 établissements. Parce qu'il y en a 34 au Québec présentement. Est-ce que, j'allais dire, c'est pas votre point de vue, mais est-ce qu'il est très ingérant dans le processus? Est-ce qu'il vous demande, est-ce qu'il revient souvent sur des décisions qui ont été prises localement? Est-ce que vous avez des comptes à rendre très précis sur l'organisation quotidienne du CIUS? Écoutez, sur l'organisation quotidienne, si vous voulez, je vais répondre globalement puis précisément ensuite. Ça fait que comme ça, on va avoir les 2 volets. Ce qui était clair dans la réforme, c'est qu'il y a une vision vers laquelle tout le monde doit converger. Et cette vision-là, elle a été donnée par le projet de loi 10, mais pas juste le projet de loi 10, le projet de loi 20, que vous connaissez aussi. Ensuite, le financement axé sur le patient aussi. Donc, la vision du ministre, elle est très claire et il nous la partage très clairement aussi. Donc, on connaît la destination. On connaît le projet, puis c'est ce dont je vous ai parlé. Et puis, sur la gestion quotidienne, bien, le ministre, il nous dit toujours, vous êtes les maîtres des opérations, alors c'est pas dans la gestion quotidienne que le ministre se retrouve. C'est à nous qu'il a confié la responsabilité de faire la gestion quotidienne. Notre gestion quotidienne est en fonction des orientations
Nous opérons notre gestion quotidienne en fonction de ce que je nommais tout à l'heure, plan d'action, entente de gestion et les différents éléments que je nommais dans ma présentation. Oui, il nous reste 4 minutes. Ah oui, et déjà. puis, j'ai 2 personnes, mais je permets quand Je même fais ça la vite. question. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez, des décisions qui ont été prises ici, qui ont été changées par le ministre? Qui ont été changés? Oui. Non. La réponse est courte. La question des... On passe à la prochaine. Votre question était claire. Prochaine question, M. Louis Martineau de TVA. En début de rencontre, Mme Couture, vous avez fait état des différentes économies que vous avez pu faire depuis le regroupement il y a à peu près 1 an. Est-ce que vous êtes en mesure de donner un chiffre global de ce que ce regroupement des établissements a permis d'économiser depuis 1 an? Avez-vous un montant un peu plus global à nous donner? Le montant d'économie? Les économies que vous avez pu engendrer. Oh oui, bien, on est de l'ordre de 16-17 millions de dollars d'économies au total sur l'année en cours. Est-ce que c'est ça répond aux objectifs que vous étiez fixés? Oui, ça répond aux objectifs. On atteint les cibles financières, oui, tout à fait. Puis on prévoit entrer dans ces cibles-là pour le 31 mars 2016. Ça inclut les coupures de 18 millions auxquelles vous faites référence? C'est Ça, global, c'est le total. OK. Oui. Le total autant sur les objectifs de la réforme que les objectifs d'optimisation qui étaient requises, même s'il n'y avait pas eu la réforme. OK. Prochaine question, M. Bertrand Tremblay. Le gouvernement du Québec a consacré une somme énorme, je pense que quelque chose comme 6 à 7 milliards de dollars, à 3 hôpitaux, super hôpitaux à Montréal. Quelle est la proportion de soins que ces hôpitaux-là vont fournir et la proportion de recherche que l'on fait? Vous souhaiteriez avoir une réponse en pourcentage? En pourcentage, oui. Je ne serais pas en mesure de vous donner une réponse en pourcentage. Cependant, l'envergure de ces milieux-là est vraiment pour les services très spécialisés pour l'ensemble du Québec. Alors, autant à Montréal qu'à Québec. À Québec, c'est en cours, je veux dire, c'est en projet, je veux dire. Alors qu'à Montréal, bien là, on voit, là, le CUSUM est en fonction, CHUM va l'être aussi. Et ce sont des gros moteurs de services en termes de services de pointe, en termes de centres de recherche. Ils ont des très gros centres de recherche. Puis, ils ont aussi, une obligation pour l'ensemble du réseau aussi en termes de connaissances, de transfert des connaissances, d'assistance au niveau de l'appréciation en technologie de technologie médicale, technologie de l'information. Ils doivent faire de ce type d'évaluation-là. Et nous, aider l'ensemble du réseau. Donc, mais en termes de proportion, je ne serais pas en mesure de vous le dire ce matin. Peut-être qu'on peut le chercher, ce que ça signifie proportionnellement, mais leur mission est très claire en termes d'ultra-spécialité. Ouais. Et de desserte autour aussi de leur milieu, mais je veux dire en termes d'ultra-spécialité pour que ce soit contributif pour l'ensemble du Québec. Dernière question, Mme Couture. Est-ce que la grippe nous a oubliés cette année? Ce serait une très bonne chose. Mais pour le moment, nos indices grippaux, je suis ça tous les jours. L'indice grippal dans la région, il est faible. La fréquentation de nos urgences, il n'y en a pas d'urgence qui déborde. Notre taux d'infection à l'intérieur des hôpitaux est diminué de beaucoup par rapport aux autres années. Donc, là-dessus, c'est bien. On est déjà rendu fin février. Bien, on est déjà rendu à la fin de ce cercle de presse et puis j'en profite pour vous remercier de votre passage. Merci et puis, beaucoup. on se dit à la prochaine. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Merci.